Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission De la vigne et des hommes. Aujourd'hui, nous n'avons pas été très loin, nous sommes restés en Angoulême, sur les hauteurs, dans un endroit très spécifique, dans d'anciennes carrières en fait, pour découvrir la cave Charlemagne. Alors j'ai à côté de moi monsieur Alexandre Renaud qui va nous dire qui il est et quelle est cette cave et qu'est-ce qu'on y fait, parce que ça s'appelle peut-être Charlemagne, mais on n'y fait pas de l'histoire, même si on plonge ses racines dans l'histoire, on y fait un certain vin. On va tout savoir grâce à vous. Bonjour à vous. Bonjour, et voilà, donc je suis Alexandre, je suis le responsable commercial des caves Charlemagne. Donc ici, donc vous êtes, donc comme vous le disiez, à Angoulême même, on est à 2 minutes du centre-ville, à vol d'oiseau. Et donc les caves Charlemagne, on est producteur et faiseur de méthodes traditionnelles. Donc à l'époque, ça s'appelait méthode champenoise. Donc en fait, on fait tout simplement du vin mousseux charentais, parce qu'on est en premier vigneron charentais de base. Donc on fait vraiment un vin mousseux local. Alors Charlemagne, parce que c'est l'histoire d'un monsieur qui arrive à Angoulême dans les années 1921 exactement. Vous allez nous dire un peu comment est-ce qu'il est arrivé à Angoulême. Alors en premier, donc Monsieur Charlemagne, donc Lucien Charlemagne est œnologue à Épernay. Il est venu en Charente au début faire du négoce de vin, parce qu'on a une terre assez similaire par rapport à la région champenois. Et on a Bordeaux qui est pas loin, et on a aussi la Charente. Donc on est en contrebas de toute façon de la Charente, donc c'était pratique pour faire le négoce de vin à l'époque. Oui, ça veut dire qu'on faisait ça par bateau. À l'époque, dans les années 20, c'était beaucoup par bateau de toute façon. Alors, il vient ici, vous dites la terre, puisque la région de Cognac, ça s'appelle la Grande Champagne, la Petite Champagne. Ça veut dire qu'on a un sol calcaire, argilo-calcaire et un peu identique à celui qu'il avait à Reims. C'est ça, et on a aussi des cépages en commun, le chardonnay, le pinot noir, qui sont des raisins utilisés aussi pour le champagne. Donc on peut faire exactement la même chose avec le vin charentais local. Alors il arrive ici, il a un savoir-faire de négoce, on le fait venir sans doute aussi pour ça. Il découvre sans doute la région qu'il connaissait forcément quelque part auparavant, mais comment lui vient cette idée de passer du négoce à la fabrication? En premier temps, c'est déjà un œnologue, donc, qui a fait comme des concours. Le diplôme qu'on a le plus ancien date de 1902 par exemple. Donc c'est comme ça qu'il savait qu'on a une région qui est similaire à la sienne de base. Et il est venu ici, il a emmené son savoir-faire quand il a vu qu'en fait à l'époque personne en Charente faisait un vin mousseux, c'est-à-dire qu'on faisait du cognac ou du vin, beaucoup de vin surtout à l'époque. Et il a trouvé ça dommage parce qu'il pouvait emmener son savoir-faire en faisant du vin mousseux local. C'est intéressant ce que vous dites on faisait beaucoup de vin à l'époque. Alors c'est plus le cas aujourd'hui, ça recommence avec on en parlera tout à l'heure avec la diversification de cette maison. Mais c'était quoi, un vin de table? Parce qu'on on nous accusait ici en Charente d'être obligé de bouillir le vin pour faire du cognac. Donc c'était quoi? C'était un vin de table? C'était quel style de vin? À l'époque, c'était le vin de table, c'était, comme on dit souvent, le papy qui avait ses vignes, le vigneron qui avait ses vignes, qui faisait son cognac pour les maisons de cognac, mais aussi très bien le vin pour sa consommation personnelle. Bien, et donc lui, il se dit je prends ce vin et j'en fais une méthode traditionnelle champenoise. C'est ça, tout à fait. Alors il s'installe ici, alors on va faire le tour. Alors, on va aller au niveau du chai, je vais vous montrer où est-ce qu'il était avant. En fait, les caves a été déjà, c'est vraiment une carrière, une ancienne carrière, que la pierre a été extraite de la cave pour pouvoir faire les bâtiments, dont par exemple le contour du Rima, où certains bâtiments Angoulême sont faits avec des pierres venant d'ici. Et au début, il a pris une petite place dans la carrière, donc nous, ce qui est la partie chai maintenant, pour pouvoir champagniser directement le vin ici. Alors pour nos auditeurs, ceux qui nous écoutent en Charente-Maritime, qui connaissent les carrières de Crasane, quand on est sur la 4 voies et qu'on va vers La Rochelle, eh ben ça ressemble pas tout à fait à ça, mais un peu, c'est-à-dire de grands blocs de pierre ont été découpés dans la roche pour faire des maisons à Angoulême, et comme vous disiez, le RIMA, donc un bâtiment pour l'armée, qui est juste à côté de chez vous. On est sur une hauteur. Souvent, ces caves ont servi de champignonnières pour faire comme les champignons de Paris, en fait. Et donc, vous me disiez en préparant l'émission que Monsieur Charlemagne, cette carrière était encore en activité lorsqu'il est arrivé ici. Oui, tout à fait. Quand il est arrivé dans les années 20, l'activité était toujours, la carrière était toujours, ils extraient toujours la pierre de la carrière. Ça s'est arrêté dans les années 30, fin des années 40, où ils ont cessé vraiment de prendre la pierre dans la carrière. Alors, pour deux raisons. Bon, déjà, il y avait la Première Guerre mondiale, une raison qu'on connaît. Et la deuxième, c'est qu'on n'est pas loin du RIMA. Donc, automatiquement, un bâtiment militaire, on ne peut pas aller sous terre non plus sous bâtiment militaire. Donc, pour une distance de sécurité, ça s'est aussi arrêté pour ça.
Donc lui, il se dit, bah, voilà l'occasion d'y faire une cave magnifique. Tout à fait, parce qu'en fait, on est comme une cave qui fait actuellement 6000 mètres carrés. On est à 15 mètres sous terre, ce qui nous permet d'avoir une température entre 15 et 17 degrés à l'année, donc idéal pour conserver, faire vieillir la méthode. On n'a pas du tout l'impression qu'on est à cette profondeur parce qu'on a la lumière du jour qui arrive. Alors tout à l'heure, quand on irait un peu plus loin, je vous montrerai, on a une crevasse naturelle dans la carrière où on voit vraiment qu'on descend sous terre. D'accord. Alors ici, aujourd'hui, on ne travaille pas comme on le faisait à l'époque de Monsieur Charlemagne, je suppose. Vous allez nous dire qu'est-ce qui nous entoure. Alors oui et non, on travaille toujours un peu dans le procédé exactement le même. On a gardé le savoir-faire de M. Charlemagne, on souhaite garder ce savoir-faire. En fait, tout simplement, c'est un vin qui est fermenté une deuxième fois. Donc nous, on a une chambre froide. Vous avez pu entendre tout à l'heure en bruit de fond. Le vin, on le met 3 semaines en chambre froide, histoire de cristalliser tout ce qui est dépôt pour avoir un vin vraiment de très belle qualité. Et après, on va le fermenter, c'est-à-dire qu'on va rajouter des sucres et des levures qui vont faire une réaction chimique qui va permettre de faire la fermentation. Et c'est ce que faisait M. Charlemagne à l'époque. La différence, c'est qu'au début, le vin n'était pas stocké ici même. Il se déplaçait chez les vignerons pour champagniser directement chez les vignerons. Et quand il a pris la totalité de la possession de la cave, il s'est mis à stocker en même temps. Donc le vin est stocké au frais. Ensuite, vous avez parlé de la cristallisation, de ce que vous avez rajouté. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Alors ceux qui ont visité des caves à Reims voient le système, mais pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez nous expliquer. Eh ben, on va attendre, donc nous c'est une période, donc la méthode traditionnelle c'est minimum 9 mois, donc ce qu'on appelle un vieillissement sur latte, c'est dans des caisses, les bouteilles sont couchées à l'horizontale, et après ce temps, donc nous pour Charlemagne entre 9 et 30 mois selon les cuvées, on va faire ce qu'on appelle donc une mise sous pointe, on va faire en sorte que le dépôt descende au niveau du col de la bouteille, tout simplement. On va aller marcher un petit peu. Alors allons-y, je vais vous montrer ça. Bien, alors on a des grandes cuves en inox à côté, et puis on a aussi des, alors je ne sais pas comment on appelle ça, j'allais dire des racks de bouteilles. C'est assez impressionnant sur chaque côté de cette cave. Vous avez en gros quasiment à l'année pas loin de 500 000 bouteilles stockées et vieillies à la cave. Alors, est-ce que ce vin champagnisé charentais, est-ce qu'il est un peu connu ou pas? Alors oui et non. Oui, il est connu parce que Charlemagne est connu sur la région. Alors je veux dire, pourquoi oui? Les anciens nous connaissent plus que les jeunes. Il y a une tendance du vin mousseux qui existe, mais le vin local mousseux est peu connu vu qu'on est le seul faiseur dans tout le Poitou-Charentes. D'accord, bon, bah, c'est bon à savoir. Eh ben, grâce à vous et à la radio, on en saura un petit peu plus. Alors on continue à déambuler dans ces couloirs qui sont assez impressionnants, qui ne sont pas très éclairés. Alors il y a une mousse qui est sur le long de ces parois. C'est quoi? C'est des champignons naturels de moisi? Voilà, c'est l'humidité en fait qu'il y a dans la cave qui crée des champignons, parce qu'on n'a pas d'eau de vie ici, donc c'est pas la part des anges qu'on a comme pour le cognac, c'est vraiment des champignons d'humidité. Et on va en profiter, si vous regardez en hauteur, vous allez voir qu'on descend. Ah oui, alors là on est sous cette crevasse. Voilà. Ah oui. Là on est dans les grottes, hein, carrément. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et c'est une crevasse qui s'agrandit tous les ans, parce qu'on a toujours un petit peu de boue qui descend. Bien. Alors là, vous nous emmenez où? Alors on allume un peu de lumière quand même pour que... Je vous emmène au remueur, qui est la seconde partie du travail. C'est-à-dire que quand on a fait, comme je disais tout à l'heure, les mois de vieillissement, il faut que le dépôt descende vers le bas. Donc automatiquement, on va mettre ça dans des remueurs. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était sur des pupitres champenois. Vous avez juste au bout là-bas, où à l'époque, ils faisaient un quart de tour toutes les 8 heures. Oui, c'est ça. Il y avait des gens qui étaient là avec le coup de main pour tourner un tout petit peu la bouteille, comme vous étiez en train de dire. Et aujourd'hui, ça, c'est fait de façon mécanique de l'appareil qui est devant moi. Tout à fait. Alors à l'époque, quand c'était Charlemagne, même dans les années 90, c'était encore le cas. On avait beaucoup plus de remueurs, ceux qu'on ne vendait pas la même quantité. Donc maintenant, on met ça sur des remueurs mécaniques qui vont faire maintenant une rotation toutes les 5 heures et créer des petites vibrations en même temps pour être sûr que le dépôt descende bien tout en bas. Alors c'est vrai qu'on n'a pas l'impression, mais c'est quand même du matériel assez ancien. Le but, c'est vraiment de prendre le temps de faire les choses. De toute façon, quand vous me parliez tout à l'heure de tous les mois qu'il faut pour fabriquer ce vin, ça donne la dimension du temps lent pour le fabriquer. Nous, c'est le but, parce que je vous prends un exemple, il y a du rosé. Hop. Le but, c'est vraiment que vous avez un vin... Alors c'est vrai que quand on écoute la radio, on ne le verra pas, mais vous n'avez aucun dépôt, on est sur un vin vraiment très très clair, et tout le dépôt est vraiment descendu au niveau du col de la bouteille. Voilà.
C'est-à-dire qu'à force de tourner, toutes ces imperfections arrivent dans le goulot, on va dire, hein, ce que vous appelez le col de la bouteille. Il est fermé comme une bouteille de bière. Voilà, c'est ça, tout par rapport simplement. à la pression, parce que vous avez barres de pression. Et alors, quand on a fait ça, je suppose que maintenant, on va aller voir comment on fait sauter le bouchon. C'est ça. Cette capsule, pas le bouchon. Ça tombe bien, mes collègues sont en train de le faire. Comme ça, on va voir directement comment ils font. Voilà. Mais vous voyez, le but d'avoir un vin de qualité, serre chambre froide et de le filtrer avant, ça nous permet vraiment d'avoir un vin très clair. Alors c'est vrai qu'il est très beau, c'est une couleur rosée claire et limpide, et c'est vraiment, ça donne envie. Ça donne envie. Alors maintenant, on reprend le couloir pour aller où maintenant? On va au dégorgement. C'est-à-dire que nous, on fait un dégorgement, ce qu'on appelle dégorgement à la volée. C'est-à-dire qu'on va expulser le dépôt par le biais de la pression. D'accord. Et là, c'est une machine particulière, ça se faisait à la main, je suppose, ça avant? Alors avant, ça se faisait, oui, à la main, parce qu'il y a 2 types de dégorgement, à la volée et glacée. Donc à la glacée, c'est mis dans un bain d'eau froide, donc généralement d'azote. Là, nous, c'est pas le cas, on préfère le faire nous-mêmes, parce que ça nous permet de contrôler, être sûr que le dépôt est bien parti pour qu'il y ait vraiment plus de dépôt dans la bouteille. Oui, il n'y a plus rien. Et c'est à ce moment-là qu'on va mettre le bouchon en liège et museler. Alors oui, mais avant, il faut qu'on rajoute la liqueur, ce qui veut dire vous allez nous expliquer. Le brut, le demi-sec. Et nous, on a notre propre recette pour avoir les arômes qu'on veut aussi. D'accord, alors là, on rentre dans une autre salle qui est en partie carrelée, toujours dans ces caves. Bonjour. Voilà, et vous allez nous expliquer ce qu'il est en train de faire. Bonjour monsieur. Donc là, on fait tout simplement, Romain met la bouteille dans la machine, donc dans la dégorgeuse. Donc ça va enlever donc, la capsule que vous avez vue. On va retirer un petit peu de vin pour pouvoir rajouter cette liqueur après. Et après, on va refaire un complément de vin, c'est-à-dire qu'on utilise le vin, toujours des bouteilles dans les caissons, pour que les bouteilles soient au même niveau. Oui, toujours au même niveau. Après, on va rajouter donc, le bouchon, le muselet, et quand c'est fini, on va les mettre donc, couchés à la verticale dans un caisson. Et après, quand c'est comme ça, vous avez vu tout à l'heure, on a plein de caissons sur le côté. En fait, on attend minimum 2 semaines avant de pouvoir habiller, parce qu'il faut que la liqueur à l'intérieur soit bien mélangée, parce qu'il y a du sucre automatiquement. Donc pour que ça se mélange bien, on va attendre 15 jours, en gros avant de les vendre. Donc on laisse encore que ça prenne le temps dans la cave pour bien se faire et que ce soit bien homogène. D'accord. Alors là, c'est pour, vous en parliez, du sec, du doux, vous rajoutez en fonction? Alors, nous, on a nos propres recettes. Certes, notre liqueur, c'est les petits bidons que vous avez derrière. Donc déjà, on rajoute toujours un peu de sucre automatiquement. Et après, on peut rajouter des arômes. On peut rajouter des épices. On peut rajouter à côté des fleurs. Bon, voilà. Nous, on a nos propres recettes qui sont les mêmes depuis Monsieur Charlemagne, quasiment. Et comme ça nous permet d'avoir notre propre recette à nous. Parce qu'il faut savoir qu'on est producteur pour nous, mais aussi on champagnise pour d'autres. Donc le but, c'est pas qu'on ait chacun le même vin mousseux. Donc chacun, voilà, on fait nos propres recettes pour nous. Ça veut dire qu'un viticulteur qui veut faire du vin champagnisé, méthode traditionnelle, il peut venir chez vous pour le faire chez vous. C'est ça, il nous emmène sa récolte et on le fait. Alors là, je suis toujours dans le même endroit, mais devant, comment dire, un ensemble de machines, une chaîne, on va dire pratiquement, qui n'est pas en fonction, puisque là, ils sont en train de faire dégorger les bouteilles, etc. Donc, ils ne sont pas sur cette machine-là. Non, alors cette machine-là serait simplement, comme vous avez vu, les bouteilles sont quand même sales, parce que ça vieillit quand même sous terre. Donc en fait, la première machine va laver, donc vous avez 2 rouleaux avec un jet d'eau, et après on va sécher les bouteilles pour qu'elles soient vraiment propres. Et après on va mettre ce que nous on appelle donc la coiffe, donc ce qui va au-dessus cacher le bouchon, la collerette, donc autour, et étiquette contre étiquette. Et après on met tout simplement en carton. D'accord, oui, après il y a une machine avec des petits rouleaux et les cartons qui sont à côté de moi. C'est ça, tout à fait. Bien, alors je crois qu'on a bien compris toute cette méthode traditionnelle et ce vin de champagne. Je pense qu'il y a encore des parts de marché, comme on dit aujourd'hui, à gagner pour ce vin méthode traditionnelle charentais. Ah oui, de toute façon, toujours. Et voilà, nous, on propose des produits au maximum de clients qu'on peut, même à l'étranger, pour pouvoir proposer nos produits. Alors, le vin, on en a parlé au tout début de l'émission en visitant la cave, il vient de la région, quoi, Charente, Charente-Maritime. Quelle est la région d'approvisionnement de la cave ici pour cette méthode? Alors pour reprendre par rapport à l'historique, nous à l'époque, donc Monsieur Bouillet donc, est un vigneron, donc on a des vignes sur Mérignac, Blanzac et Bassac. Donc on a nos propres hectares à nous, mais qui ne suffisent pas pour nous. Donc en fait, on a racheté en 2009 la Maison des Maines à Rémy-Martin. On était déjà nous clients
de la Maison des Maines, c'est-à-dire qu'on leur a racheté du vin pour pouvoir champagniser derrière. Donc nous, on a racheté en 2009, c'est-à-dire qu'on travaille avec des vignerons en collaboration. Donc c'est-à-dire qu'on travaille avec eux, on fait les vendanges avec eux, on les accompagne toute l'année. Donc on a 17 apporteurs, donc en gros ça va de Saint-Sornin. Alors ça, Saint-Sornin, c'est au bord de la Charente-Limousine, près de Montbron, La Rochefoucauld, pour ceux qui connaissent un peu, donc à l'est d'Angoulême. Voilà, c'est ça, jusqu'à Saint-Jean-d'Angély, on a aussi Saint-Blançon. Mais après, le plus gros de la récolte vient vraiment sur le secteur de Segonzac. À 20 km autour de Segonzac, c'est là où on a le plus d'apporteurs et on a le plus de vignerons avec qui on travaille. Alors là, on fait une émission un peu deux en un, puisque vous êtes en train de nous raconter l'histoire de Monsieur Charlemagne qui arrive ici en 1921. Et puis vous nous parlez de la Maison des Maines et vous nous parlez de Rémy Martin. Donc ça, c'est rentré dans votre giron il y a moins de temps. Et comment les deux fonctionnent ensemble. Et puis maintenant, vous allez nous expliquer ce qu'est la Maison des Maines. Alors en fait, tout simplement, pour reprendre la chronologie, donc en fait, comme on disait tout à l'heure, M. Charlemagne a fondé l'activité, la cave. Son fils a repris derrière. Après, derrière, il n'y avait plus personne, parce que, comme je disais tout à l'heure, le cognac est arrivé. Donc maintenant, le cognac prend beaucoup d'ampleur, donc il y a moins en moins de clients. Et donc, M. Bouillet, Jean-Claude, a racheté en 1982. Donc c'était un vigneron, un distillateur de cognac. Et son fils a repris. Donc actuellement, c'est toujours lui, c'est toujours Emmanuel Bouillet qui a repris l'activité derrière son père. Et en 2009, il a racheté la Maison des Maines à Rémy Martin pour pouvoir compléter d'une part notre gamme et pouvoir aussi assurer notre apport pour Charlemagne. Parce que, comme vous voyez, ça se vend. Il nous faut toujours de la récolte. Et nous, le but, c'est d'avoir toujours une récolte charentaise. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas le stipuler dessus. Il n'y a pas la maison, le crément charentais n'existe pas. On ne peut pas le noter dessus, mais voilà, c'est vraiment charentais. Et le but d'avoir la Maison des Maines nous permet de compléter la gamme par du vin charentais qu'on fait et de la méthode avec cette récolte-là aussi. Alors, les auditeurs qui nous suivent dans cette émission, et je les remercie, auditeurs et auditrices, eh bien, ils connaissent déjà le syndicat des vins de pays charentais. On sait que ça va, comme vous le disiez, de Saint-Sornin jusqu'à l'île de Ré, en passant bien sûr par le cœur qui est Cognac et alentour, donc Charente et Charente-Maritime. Donc là, maintenant, nous sommes rentrés dans la pièce où on va découvrir la production de la Maison des Maines et puis comment bien vous pouvez vendre tout ça et quel est, comment dire, votre circuit de distribution. Alors tout simplement, on a nous-mêmes déjà la boutique même, donc les gens peuvent venir donc à la cave. Donc pour rappel, on est ce qu'on a 15 impasse du Tropique, on est juste derrière le RIMA à côté de Chanzy, à 50 mètres de Chanzy. Donc là, vous pouvez trouver nos produits directement à la cave. Et après, on a ce qu'on appelle nous 2 circuits de distribution. C'est-à-dire qu'on a la partie professionnelle, donc avec les cavistes, les restaurateurs, et on a la partie GMS. Donc Intermarché, Leclerc, Auchan, les grandes surfaces où vous faites vos courses. On a 2 gammes en complément. Donc ce soit très bien pour la Maison des Maines, où on va avoir des vins un peu plus travaillés qui vont pouvoir s'accorder plus facilement avec des mets. Donc là, style Roman Matisse 538, qui sont eux vendus au réseau professionnel, donc cavistes et restaurants. Et après, on a la gamme La Maison des Maines, qui là où vous trouvez, là où vous faites vos courses. On travaille avec beaucoup d'enseignes, donc vous pouvez retrouver facilement nos produits. C'est le même principe pour Charlemagne. On va avoir très bien des cuvées qui sont pour la partie GMS et d'autres qui sont pour la partie professionnelle. GMS, ça veut dire quoi, si vous vous en rappelez? Grande surface. D'accord. Voilà. Grande et moyenne. On s'en doutait un peu. Donc voilà, et après, bien sûr, particulier. Après, on est présent sur quelques marchés, style par exemple les gastronomades là, on fait nos portes ouvertes 2 fois à l'année. Voilà. Alors, devant moi, bien évidemment, je me croirais dans une maison de champagne, puisque je vois les bouteilles, je vois leur habillage. Et puis, il y a différentes, qualités, vieillissement, comment ça fonctionne. Je vois XO Charlemagne, je vois d'autres étiquettes. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et ben en plus, tout simplement, ce sont par rapport au raisin. C'est-à-dire qu'on va commencer par nous, ce qu'on appelle le tradition. C'est un assemblage d'Uni blanc et de chardonnay. On est vieilli 9 mois sur latte. Alors, à chaque fois, quand je dis 9 mois, toutes les bouteilles ne sont pas dégorgées au bout de 9 mois. C'est-à-dire que nous, une petite équipe, on est 8 salariés, gérants compris, donc on fait à fur et à mesure. Donc il y a des bouteilles qui ont peut-être maintenant 12 mois. Celle-là qui est devant vous, elle a peut-être 12 mois et non 9 mois. Donc voilà, on a donc le tradition, on va avoir le rosé, donc le chardonnay et le sparkling XO qui sont vieillis à 12 mois. Et le sparkling XO, la particularité, c'est un 100% chardonnay. Mais comme je disais tout à l'heure, on a nos propres recettes de liqueur.
Donc c'est une liqueur avec un petit peu de cognac à l'intérieur. Donc ça fait 13 degrés, ça fait pas plus que d'habitude, mais vous avez un côté rancio au palais qui est très intéressant. Vous avez le 1921, qui est nous, le haut de gamme de chez nous. On est sur ce qu'on appelle un blanc de noir, donc chardonnay et pinot noir, qui vit pendant 30 mois à la cave. Et vu qu'on a fêté nos 100 ans, la semaine dernière, on a sorti une cuvée, donc centenaire, où là on est sur un 100% pinot noir, avec une vendange manuelle qu'on a fait vieillir pendant 12 ans à la cave. Joyeux anniversaire, j'avais envie de dire. Comment dire? Comment comparer? Alors, ça n'est sans doute pas comparable, je ne sais pas. Le champagne et puis votre méthode champenoise. Alors, à l'aveugle, de temps en temps, on peut piéger. Nous, ça arrive qu'on piège des clients de temps en temps sans leur dire d'où c'est. On croit souvent que ça ressemble à un champagne. La plus grosse différence va être sur ce qu'on rajoute à la fin, la liqueur. Parce que un chardonnay ici ou un chardonnay là-bas, au palais, ça va être le même. Ça va être la façon de le travailler et de le dégorgement. Après, le champagne, c'est une appellation avec leurs règles à eux, où ils vivent, par exemple, plus longtemps que nous. C'est-à-dire que nous, c'est bien 9 mois. Pour eux, c'est bien plus. Donc après, ils ont leur spécificité. Mais niveau goût, de temps en temps, il y a très peu de différence. D'accord. Alors maintenant, comment est-ce que vous sentez grandir ou pas l'amour pour ce vin de façon traditionnelle champenoise? Parce qu'à un moment donné, c'était décrié. Alors aujourd'hui, on dit oui, mais il vaut mieux, si je parle de la Clairette de Die ou du Vouvray, etc., avoir une bonne méthode champenoise traditionnelle qu'un mauvais champagne. Je suis sans C'est doute ça. d'accord. Mais cette clientèle, vous la sentez évoluer, pas évoluer? Elle est jeune, elle est âgée, c'est quoi? Alors oui, ces clientèles évoluent, alors pas forcément pour la clairette, mais par rapport au vin mousseux. On prend le type, actuellement, il y a le Prosecco qui existe, donc à base de Tout vin à fait. moussé. Donc il y a un petit engouement là-dessus. Nous, comme on dit souvent, par exemple, à la pense de prendre une méthode, haute méthode ou un crément, avant tout, c'est l'amour de la région, parce qu'on est quand même sur des produits charentais. Ce sont des gens qui travaillent tous les jours et qui sont locaux. Donc avant tout, il faut aimer la région pour pouvoir vendre le produit, le goûter et en parler, parce qu'il faut en parler derrière. Donc voilà, Donc c'est surtout une clientèle de la région, du département et de la région? en 90%, oui. On fait un tout petit peu d'export, style au Japon, on a envoyé à Tahiti il n'y a pas longtemps, on a en Autriche aussi, mais ça représente que 10% pour nous, pour Charlemagne, donc ce qui est quand même assez peu. Mais après, on est vraiment sur du local, Charente, on va dire Poitou-Charentes, on est un peu présent sur Paris, sur Marseille, Toulouse, mais la grosse partie se joue vraiment sur le local. Et alors, vous avez l'intention de, je ne sais pas, moi, faire des coups médiatiques ou des démonstrations, ou parce que vous avez des collègues qui font du cognac, qui sont sur les réseaux sociaux, qui font beaucoup d'animations, etc. Est-ce que, je vois aussi que vous avez du baume de Bouteville, enfin dans votre boutique, on y viendra après, mais comment est-ce que vous mettez en avant cette méthode traditionnelle qui n'est peut-être pas si facile à vendre que ça? En parlant, en proposant, c'est-à-dire que nos restaurateurs, on leur fait des dégustations, on leur montre que même à l'aveugle, de temps en temps, c'est intéressant d'avoir ces produits-là. Donc on fait ça, on va faire des partenariats aussi avec des clients. Et comme on fait là actuellement, dès qu'on a l'occasion d'en parler, donc soit très bien en radio, à la télé, on n'a pas encore trop l'occasion. Sur les réseaux sociaux, on se développe là-dessus, mais après les réseaux sociaux, c'est très particulier. Comme je vous dis, il y a une grosse concurrence aussi sur les réseaux sociaux. Donc on essaye à chaque fois de promouvoir et de fidéliser nos clients pour qu'ils en parlent eux aussi derrière. Le but, c'est que si vous aimez, vous allez en parler derrière. Donc on compte là-dessus pour que les clients goûtent et en parlent derrière en disant tiens, goûte ça, tu vas voir, c'est pas mal et c'est fait pas très loin. Bien, alors quand on vient chez vous dans votre boutique, qu'est-ce qu'on trouve? En premier, donc le lieu, parce qu'on fait quand même visiter toute l'année, du lundi au vendredi, parce qu'on est ouvert du lundi au vendredi. Donc déjà toute l'année, on vous montre qui on est quand vous ne connaissez pas ou vous n'avez jamais vu la cave. Comme vous avez vu, c'est quand même un endroit extraordinaire à Angoulême. Et comme je viens souvent et que j'aime le dire, c'est un endroit unique à Angoulême aussi à voir et à visiter. On va parler de nos produits à nous. Et dernièrement, étant vigneron de base, grand passionné de vin, on s'est un peu diversifié, c'est-à-dire qu'on a créé une cave. Le Covid était là aussi, donc il a fallu trouver des solutions. Et l'avantage, c'est que ça permet de promouvoir nos produits. Pourquoi Même tout à l'heure, on parlait du vin charentais. Le vin charentais, et les restaurateurs nous mettent beaucoup en avant, les cavistes mettent beaucoup en avant. Mais le client, de temps en temps, dit, comme le champagne, vaut mieux peut-être un Bordeaux, parce qu'on n'est pas très loin, qu'un vin charentais, alors que non. Donc le but, c'est qu'on s'est diversifié en ayant d'autres produits pour pouvoir faire comparer aux clients que nos produits sont équivalents à d'autres. Donc maintenant, on a créé une cave, vous pouvez trouver de tout, vraiment du champagne, du Bordeaux, du Provence, du Bourgogne, de la bière, du spiritueux, parce qu'il y a aussi nos cognacs et nos pinots à nous. Donc voilà.
Bon, bah, écoutez, très bien. On sait que quand on viendra là, on ne repartira pas les mains vides. On espère. Et on le Bien, souhaite. vous avez un site où on peut vous retrouver, Ah bah c'est pour ceux qui écoutent l'émission? oui, tout simplement, charlemagne.fr, hein. Très bien. Eh bien, on vous remercie beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. On a vu un endroit, c'est vrai, à visiter, magnifique, impressionnant même, hein, une espèce de cathédrale où est protégée cette méthode traditionnelle champenoise. Et moi, je vous dis au mois prochain pour une nouvelle émission de la vigne et des hommes.